Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode un peu particulier, mais parce qu'on va parler aujourd'hui de recadrage. Alors c'est à chaque fois des moments qui sont pas très confortables, pas très agréables, mais pour autant, il est nécessaire d'y passer souvent. Voilà, j'ai rarement, voire pas rencontré d'entrepreneurs jusqu'à maintenant qui n'ont pas eu affaire à ce type d'événement. Et donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui va être pépite pour vous. C'est vraiment les questions, alors c'est vraiment pour ça, c'est-à-dire pourquoi cet épisode, ce sont les questions les plus fréquentes qui reviennent sur le tapis dès qu'il s'agit de rentrer en interaction avec des équipes, de mieux se comprendre, se connaître et puis des fois d'interagir, ouais, ça se fait pas de manière fluide et authentique. Donc, quand ces questions reviennent le plus souvent, ce qu'on me pose comme question concrètement, c'est souvent comment est-ce qu'on recadre? Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Derrière ça, ce qui revient, c'est cette notion de légitimité. C'est je me sens pas légitime, je me sens pas d'y aller, voilà, j'ai pas confiance, il y a un petit syndrome de l'imposteur derrière ça. Ou alors, je n'ai pas les mots, je ne sais pas comment dire les choses, je n'ai pas envie de blesser, j'ai pas envie de heurter, de malmener la personne qui est en face de moi, donc j'ai pas les mots, je préfère ne pas y aller. Donc c'est ça, cette stratégie de procrastination, d'évitement, qui finalement fait plus de tort qu'autre chose. J'ai aussi la notion de posture qui revient en question, c'est-à-dire comment est-ce que je dois me comporter au niveau du non-verbal, c'est-à-dire vraiment, véritablement, comment est-ce que je me positionne physiquement dans l'espace par rapport à la personne, quel ton de voix j'adopte, et tout ça fait écho à tout un tas de notions comme la gestion des conflits, finalement, des conséquences liées aux conflits, au fait de recadrer les gens, des fois c'est nécessaire de se fâcher, de se dire les choses. La gestion de la relation et aussi de la motivation. C'est vraiment tout ce qui est sous-jacent à cet épisode-là. La notion de recadrage est vraiment un domaine clé et c'est pour ça que j'ai fait le choix de vous l'amener dans cette première année finalement de podcast que je vous propose en 2025. Donc le problème, c'est pas souvent dans le quoi, mais dans le comment. Vous l'aurez bien compris. Bien que le quoi soit important, ce que je vais vous partager ici, ce sont des méthodes pas à pas pour choisir vos mots selon les situations, pour recadrer une personne, un collaborateur de votre entourage ou peu importe, de manière efficace et bienveillante. Et pour ça, il est recommandé de suivre quand même quelques étapes clés. Le petit spoiler alerte quand même, c'est qu'il faut malgré tout prendre conscience que bien que vous puissiez comprendre ce que je vais vous énoncer aujourd'hui, il se peut que le message soit mal réceptionné. Et ce sera finalement aussi l'objet du prochain épisode, et je fais un peu de teasing, du prochain épisode sur la gestion des personnalités. Donc concrètement, dans cet épisode, on va ensemble dérouler 3 techniques incontournables du recadrage, mais aussi l'angle de vue à adopter pour adapter son discours de manière constructive. À la fin, ce que je vous partagerai, ce seront en fait les prérequis. Donc je fonctionne un peu à l'envers, mais les prérequis pour définir quelle technique vous correspondrait le mieux et si finalement il doit y avoir, oui ou non, recadrage. Donc restez bien jusqu'au bout de cet épisode parce que malgré les techniques, il se peut que vous puissiez prendre conscience à la fin de cet épisode que ce n'est pas un problème de recadrage. Donc je démarre tout de suite le premier point dans cette dimension contextuelle, c'est-à-dire que je vais démarrer par une citation d'Épictète qui nous dit que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Je répète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion
qu'ils en ont. Autrement dit, pourquoi est-ce que vous souhaitez recadrer? En quoi ce recadrage parle de vous? Quelle opinion avez-vous de la personne ou de la situation qui vous amène à devoir recadrer? Donc c'est un petit peu dans ce premier point ce que je voulais vous partager, parce qu'il y a plusieurs types de recadrage et il faut bien choisir ses combats. Le premier type, c'est le recadrage contextuel. Donc là, il s'agit des fois de changer le contexte dans lequel la situation est perçue. Par exemple, au lieu de se concentrer uniquement sur le comportement que peut avoir un individu, on peut aussi examiner et concevoir les influences environnementales, culturelles, les normes sociales qui auraient pu influencer ce comportement. Là, il ne s'agit pas de trouver des excuses, hein, mais il s'agit de comprendre que selon le contexte de la personne, dans un autre contexte, les choses ne se seraient pas passées de la même manière. Autrement dit, il faut tenir compte de l'environnement et pas simplement du comportement. Qu'est-ce qui a fait que cette personne a adopté ce comportement à un instant T? Comprendre le contexte permet des fois de concevoir que, oui, ces éléments, j'ai pas besoin de recadrer la personne parce que là, c'est vraiment contextuel et que dans un autre contexte, la personne n'aurait pas réagi de cette manière-là. Donc quand je conçois ça, je comprends que mon regard à moi doit se porter non pas sur la personne, mais sur le contexte et sur comment faire en sorte que par la suite, dans un avenir plus ou moins lointain ou proche, ça ne se reproduise plus. Le deuxième élément, ça va être la notion de recadrage relationnel. Alors là, on parle de relations interpersonnelles au sein d'un système, d'une organisation. Donc là, ça implique plutôt d'aller explorer les schémas de communication, les rôles et les responsabilités de chacun et les dynamiques relationnelles qui sont instaurées dans votre organisation. Par exemple, au lieu de voir un conflit comme un problème individuel, on peut recadrer en tant que résultat d'un manque de communication claire ou de divergence d'objectifs, en fait. Si chacun tire la couverture de son côté, si finalement les informations, parce qu'elles sont logiques pour l'un et pas pour l'autre, n'ont pas été communiquées, on est bien dans une dimension interpersonnelle, mais pas dans une dimension de conflit. Donc il ne faut pas se tromper non plus de combat. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attaquer à aujourd'hui et en quoi ce podcast aujourd'hui peut venir vous inspirer. Le troisième recadrage, c'est le recadrage de la perspective. Donc là, on parle littéralement d'angle de vue. Donc quand il y a un problème de perspective, il s'agit d'élargir la vision qu'a votre collaborateur ou n'importe quel individu en considérant que son angle de vue, alors déjà en considérant tout court son angle de vue et d'essayer de le comprendre, mais en considérant que c'est son angle de vue à lui qui l'a fait agir ou réagir de cette manière. Et là, il ne s'agit pas de recadrer, il s'agit d'encourager la compréhension, la perception des enjeux mutuels et la remise en question en fait des jugements. Qui est des idées prérequises à ce moment-là, des jugements de la personne. Donc par exemple, on pourrait demander à quelqu'un de se mettre à la place de l'autre et dans une situation de tension, bien sûr, d'incompréhension, de mieux comprendre les motivations et les besoins de la personne. Tiens, ça aurait pu être quoi, de son angle de vue à elle, son intention positive là-dedans? Qu'est-ce qui fait que pour elle, c'était positif d'agir ou de réagir comme ça? Et vous allez voir qu'en considérant ça, des fois, ça peut débloquer des situations sans avoir à aller jusqu'au recadrage. La dernière chose que j'avais envie de vous partager par rapport à ça, et en fait on va vraiment en entonnoir précisément et ça demande encore plus de compétences et de capacités là que d'aller vers ce type de dimension, je vais vous parler du recadrage des croyances limitantes. Donc là, il s'agit d'un moment capital qui permet de libérer des fois le potentiel de la personne en remettant en question ses pensées, ses convictions qui la freinent. Donc par exemple, pour vous donner concrètement un exemple, c'est une personne qui pourrait dire, donc là on est plus sur de la démotivation ou sur quelque chose qui vient lui mettre un frein, mais vous savez que la dimension individuelle est à l'œuvre. Donc si une personne vous dit... ouais, de toute façon, on est destiné à échouer, quoi. Là, vous voyez bien que la personne, elle est dans une mentalité d'anticipation négative. Elle est dans une posture de victimisation.
dans laquelle elle pense que tout ce qui va être entrepris finira par échouer. Donc ça, c'est littéralement ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, hein. Vous doutez bien qu'avec un état d'esprit comme celui-là, échouer est plutôt un résultat concret qui va forcément, qui a beaucoup de chances en tout cas d'arriver. Si une personne vous dit « Non mais moi je peux pas changer, hein. Et puis de toute façon je peux pas faire confiance aux autres, ça je le sais bien ». Ok, donc là vous voyez bien par là que dans cette situation, la personne se limite elle-même dans sa croissance personnelle. Euh, elle fait croire, cette pensée-là, à la personne qu'elle est figée dans des habitudes. Et que ça, s'il y a des traits de personnalité, immuables, qui ne peuvent pas changer, selon elle, avec cette impossibilité d'évoluer. On est encore une fois dans une prophétie autoréalisatrice dans laquelle la personne s'embourbe, souvent de manière inconsciente. Mais tant qu'on ne travaille pas la perception des croyances qui la limitent à cet instant-là, on n'arrivera pas à aller plus loin. C'est comme les personnes qui savent vous dire « Oh, les autres, de toute façon, sont mieux que moi, je mérite pas tes compliments, je suis pas assez bon. » Là, on est littéralement face à une histoire personnelle, hein, avec des sentiments d'insuffisance, de dévalorisation, ou voire d'un manque de confiance ou d'estime de soi. Ça, si vous êtes face à des personnes comme ça, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler avec elles, hein, mais l'idée, c'est pas d'aller, on n'est pas psychologue, on n'est pas médecin, mais de considérer que ça, c'est lié à une histoire personnelle et qu'il se peut qu'il y ait des conséquences sur votre organisation. Donc une fois qu'on s'est parlé de ce premier point, on peut considérer maintenant que si je choisis mon combat et que je sais de quoi je parle, on va pouvoir parler du management d'équipe et donc de concevoir que recadrer, c'est d'abord comprendre et considérer le point de vue de l'autre pour l'amener en fait là où l'on souhaite le trouver ou alors le retrouver. Donc la première technique que je vais vous partager, c'est ce qu'on appelle la technique sandwich. Donc moi je vous invite à utiliser cette technique non pas pour recadrer quand il est trop tard au sens propre, mais en fait le plus fréquemment possible pour non pas recadrer mais recentrer la personne. Pour ça, ça se passe en 3 étapes. Vous imaginez un sandwich, un burger avec le pain du dessus, le pain du dessous, puis au milieu la garniture. Donc je vous dis la garniture parce qu'il y a plusieurs éléments auxquels il faut penser. Salade, tomate, oignon, steak haché, enfin bref. Bon appétit si vous êtes à l'heure du déjeuner. La méthode sandwich, elle consiste en 3 étapes. La première étape, c'est de démarrer par un fait positif. De démarrer par quelque chose de remarqué, pour faire en sorte que la personne, elle se sent pas en joue, vous voyez. Elle se sent pas avec une cible sur la tête en disant ça y est, là, je vais me prendre un coup de 12, ça va faire mal. En tout cas, de vous appuyer sur une compétence que vous lui reconnaissez pour ne pas casser la relation dès le départ. Ne pas casser la personne. Faire en sorte que la personne n'en fasse pas, dès le départ, dès les premiers mots, une affaire personnelle et se braque en fait et se ferme à votre discours. Vous, ce que vous souhaitez à ce moment-là, c'est de faire passer le message. Donc si dès le départ vous démarrez par « non mais ça va pas là », ou « non, ça va pas le faire » dès le départ parce que la personne va se mettre en crispation, en situation de stress, et si vous activez le stress dès le départ, il va y avoir des moyens de défense, conscients ou non, mais qui vont être activés. Donc présenter les choses par un fait positif, quelque chose que vous lui reconnaissez est extrêmement important. Deuxième étape, là on y va sur les faits négatifs. Alors quand je dis négatif, c'est que c'est de votre point de vue. Moi je vous conseillerais de considérer les choses plutôt sous un aspect de ok, qu'est-ce qui est à améliorer là en fait. D'accord, donc là on se dit les choses, on va exposer les faits de ce qui vous dérange, mais je vous indiquerai surtout de prendre la destination de ok, il y a des points d'amélioration, là il y a quelque chose qui est à faire parce que ça me dérange, et surtout d'expliquer en quoi ça vous dérange. C'est pas le tout de dire que tel élément n'est pas bien fait ou que ça ne vous convient pas. Il faut surtout expliquer les conséquences de votre point de vue, c'est-à-dire de votre angle de vue. En quoi ça vous dérange? En quoi ça vous gêne concrètement ce qui vient de se passer, de se dérouler? Parce que, une fois que vous avez communiqué sur ce qui vous dérange, ce qui vous gêne, il s'agit d'exprimer en fait le résultat attendu à la place de. Vous voyez? Donc en quoi ça me gêne? Peut-être parce que ça nous fait perdre en efficacité, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre en crédibilité.
vis-à-vis du client. Peut-être que là, du coup, vis-à-vis de l'équipe, ça, je sais pas moi, ça dégrade la communication, la relation, ça crée des écarts, ça engendre tout un tas de conséquences en cascade que tu ne perçois pas, mais que moi je vois. Donc moi j'ai besoin que les choses se passent de cette manière-là pour que les choses soient plus fluides. C'est un exemple, je vous invite vraiment à reprendre ça. Là on est vraiment sur la notion de garniture. On expose les faits, et les faits objectifs, strictement, encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, je viens exposer ce qui a été dit, vu et entendu, concrètement, sans apporter un jugement. Mais surtout, dans la garniture, salade tomate, etc., je vais expliquer en quoi ça me dérange moi, ce que je vois de mon angle de vue à moi, qu'est-ce qui me gêne concrètement, en quoi ça me gêne, et de quoi à quoi je m'attends et de quoi j'ai besoin à la place en fait, pour arriver sur le pain du dessous, qui est de terminer par une note positive. Et quand je dis une note positive, je vais vous proposer 3 types de conclusions à apporter à ce feedback-là. Soit vous allez proposer à la personne quelque chose. Voilà ce que je viens de t'exposer, etc. Moi, je te propose de. Et là, c'est unilatéral. Je te propose, je te demande. Soit vous allez donner les billes à la personne en disant, ok, maintenant que je t'ai exposé ça, toi, tu suggères quoi pour que les choses s'améliorent? Et là, vous lui donnez la responsabilité de répondre à ça. Ou alors, à ce moment-là, vous êtes plutôt dans un mode co-construction jusqu'au bout. Et puis, rien ne vous empêche de dire, de partager, ok, maintenant qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait ensemble de tout ça? J'ai envie qu'on échange ensemble et qu'on trouve une solution commune pour pallier à ce qui vient de se passer, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ça? De cette manière, vous pouvez ajouter le point final en accentuant votre perspective sur le gagnant-gagnant, sur ce qu'on va y gagner ensemble, à avancer dans cette situation. Ça ajoute littéralement un point de vue de l'intelligence collective. On n'est pas en train d'incriminer ni la personne, on est en train de questionner l'interpersonnalité des relations, on est en train de questionner les processus, on est en train de questionner l'amélioration continue de l'entreprise, et là on est vraiment sur la bonne voie. Voilà pour la technique du sandwich. Ce que je voulais vous partager maintenant, c'est la technique de la critique constructive. Alors je vais vous parler de cette technique-là d'un point de vue d'une méthode qu'on appelle le DESC. Le DESC, c'est quoi? C'est un acronyme. Donc l'objectif ici, c'est d'amener une critique sur ce qui vient d'être fait. Par contre, on ne va pas utiliser la technique du sandwich là, on va utiliser la méthode du DESC. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? La méthode du DESC, ça veut dire décrire, énoncer, spécifier et considérer. En fait, cette méthode-là, elle vous indique étape par étape, pas à pas, comment construire votre discours. En énonçant le problème, en décrivant les faits de manière objective, je décris ce que j'ai vu, entendu, les mots qui ont été prononcés, ce qui s'est passé avec objectivité. J'énonce le problème ensuite qui a eu lieu, tel qu'il a été vécu en fait, et ensuite je viens spécifier ce en quoi ce qui doit être modifié en fait et considérer une solution. Quand je dis considérer une solution, vous vous doutez bien qu'à un moment donné on ouvre aussi l'angle de vue. Donc on commence par les faits. Vous voyez que dans cette technique-là, on considère aussi qu'il y a des commentaires positifs. Encore une fois, on parle de critique constructive et on termine par un commentaire positif. Donc je vous donne un exemple concret du desk. Ne dites pas « Ok, t'as bossé dur, mais en fait le dossier il est simplement incomplet ». Là, ça parle de vous. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la réaction. Vous n'êtes pas dans la réflexion. Quand je suis dans la réaction, je suis dans ma sphère émotionnelle, irritée, agacée. Et quand vous êtes dans l'émotion, vous êtes nulle part ailleurs. Donc, vous savez bien que mon domaine de prédilection, c'est l'intelligence émotionnelle, savoir faire avec ces émotions, non pas les subir ou les faire subir. Plutôt que de dire ça, dites plutôt la première partie de ton dossier est remarquable. J'ai rien à dire dessus, au top. Notamment ta présentation sur la nouvelle gamme de produits. Ça, c'était super. En revanche, est-ce que tu as remarqué que tu n'as pas mentionné le nom de nos fournisseurs? Parce que ça rassurerait le client et ça lui apporterait une information complète. Ce qui veut dire que la revue, là, elle serait vraiment top moumoute et on serait vraiment
au-dessus du panier. Notre objectif pour nous, c'est de se démarquer, et moi, c'est ce que j'attends de l'entreprise. Donc en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est de quoi tu as besoin pour penser à chaque point spécifique la prochaine fois que tu devras réécrire un dossier au sujet de la société. Grâce à ça, la technique DESC, elle n'incrimine pas la personne. Certes, c'est plus long, mais ne pensez pas que prendre ce temps, c'est perdre du temps. Bien au contraire. Bien au contraire. Parce que grâce à ça, vous tissez des relations de confiance. Autre exemple, ne dites surtout pas ta présentation, elle est nulle. Là, complètement, c'est ni fait ni à faire. Je vois que tu connais toujours pas la composition de nos produits. Qu'est-ce que tu fais là depuis 6 mois, 1 an, quoi. Donc là, concrètement, vous doutez bien qu'on est, on n'est pas dans la bonne posture. Hein. En tout cas, ce ne sera pas sans conséquence. Et que là, encore une fois, vous êtes dans l'émotion. Dites plutôt, ok, j'ai lu avec intérêt ta dernière présentation. Et je pense que tu as commis une erreur en avançant que le produit X présentait telle caractéristique. Comment est-ce que tu t'y es pris pour construire cette brochure ? J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble finalement à une approche qui te convienne pour faire bon du premier coup la prochaine fois. Et je suis prêt à remettre en question les process de construction, les méthodes, les procédures qu'on a évoquées ensemble. Est-ce que ça te convient ? Grâce à ça, vous adoptez une juste posture et ça permet, avec cette technique de la critique constructive, non seulement de faire passer le message, mais d'adopter une posture de co-construction. Pour la troisième technique, je vais vous proposer ce qu'on appelle la technique de l'édredon, qui a été développée par le psychologue Manuel J. Smith et qui consiste là à répondre à son interlocuteur, vous allez voir, de manière douce, neutre, mais ferme. Douce, neutre, mais ferme. Donc pour appliquer cette technique, il suffit de répéter, j'ai envie de dire, 3 phrases extrêmement courtes et simples. La technique de l'édredon, elle consiste à ne pas rebondir sur un argument tout feu tout flamme qui vous choque en fait vis-à-vis de votre interlocuteur, d'une personne que vous avez en face de vous, d'un collaborateur. Donc à un moment donné, quand la personne est en réaction, rentre dans votre bureau et puis explose, la technique de l'édredon, elle consiste à dire « t'as raison, c'est vrai ». Et de s'arrêter là. Je fais exprès de poser un silence, c'est pas un bug de son, c'est-à-dire que là, on invite l'interlocuteur à calmer son émotion, parce que on est d'accord avec lui. Et du coup, on est sur la même longueur d'onde. Donc en fait, ok, j'ai entendu ta colère, c'est ce qu'on est en train de lui dire. C'est vrai, t'as raison. Donc une fois qu'on a posé ce silence, vous allez voir qu'en quelques secondes de temps, la personne va redescendre de ses grands chevaux et puis elle va mieux connecter avec vous et peut-être revenir à la raison et sortir de son émotion pour vous donner plus d'explications concrètes, factuelles et objectives. Quand vous êtes en doute, c'est pas forcément vrai. Là, ici, il s'agit de partager, de dire quand on n'est ni d'accord ni en désaccord. Vous pouvez simplement communiquer sur ouais, c'est possible. C'est possible, je dois vérifier. C'est possible, on va vérifier. Et bien ça, pareil, on s'arrête là, en silence, pour que la personne se calme. Si vous êtes en revanche en désaccord avec votre interlocuteur, il s'agit purement de prononcer les mots suivants. Ok, ça c'est ton avis. Ça c'est ta perception. Et quand on ajoute un silence à ça, eh bien, j'entends ce que tu dis. Mais ça n'appartient qu'à toi. C'est ton avis. Je vais t'expliquer après, quand ce sera OK pour toi, comment est-ce qu'on peut revenir sur un accord mutuel. Donc grâce à cette technique, on fait face à l'émotion, on désamorce des situations et ça nous permet de repartir avec quelque chose de constructif. Le dernier point que j'avais envie de vous partager dans cet épisode de podcast, c'est de définir ou pas s'il est juste ou non de recadrer à un instant T. Et pour ça, finalement, quand on parle de recadrage, et c'est un point essentiel, je le mets à la fin, mais c'est un point vraiment essentiel. Quel est le cadre ? Quelles sont les règles de votre entreprise ? Est-ce qu'elles ont été clairement définies, partagées, ou est-ce qu'elles sont écrites ? Et quel est le cadre auquel vous faites référence quand vous êtes en train de recadrer quelqu'un ? Recadrer quelqu'un implique qu'il est sorti du cadre. Mais la vraie question, c'est à quel cadre est-ce qu'on fait référence là ? Est-ce que ça a été clairement défini ? Je vous assure que dans 75% des cas que j'accompagne, le cadre n'a pas
été défini. Et donc on est en train de subir des dérives, on est en train de subir une détresse relationnelle ou un déséquilibre, oui, des procédures, quelque chose qui ne nous convient pas, une situation d'incompréhension, de conflit, de tension, à minima, avec des faits, hein, mais sur base d'un cadre qui n'a pas été défini. La deuxième phase, c'est de se dire, ok, maintenant que je sais à quel cadre je fais référence, ce cadre-là, il a été partagé par le collaborateur ou... Parce que là, on ne parle pas de recadrage du coup, hein. On parle de pédagogie. On parle du fait de dire, est-ce que la personne a été au courant? Ensuite, si la personne connaît le cadre, bien évidemment qu'il va falloir recadrer. Par contre, pas de n'importe quelle manière. Si c'est la première fois, on va recentrer finalement la personne, hein. On va faire preuve de bienveillance et on va lui accorder un droit à l'erreur. Surtout. Il ne s'agit pas d'accabler la personne dès qu'elle a fait une première erreur. Ça veut bien dire que là, vous êtes vous sous le coup de l'émotion et non pas en réflexion, en recul, en prise de hauteur par rapport à ce qui est en train de se jouer. En revanche, voilà, oui, si ça n'est pas la première fois, si ça se récidive, là, on va parler à minima de recentrage. Si c'est que la deuxième fois, ou à la rigueur la troisième, quoique ça dépend de quoi on parle, mais si c'est répétitif, bien évidemment que là on va aller vers le recadrage. Ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est qu'un recadrage ne doit en aucun cas vous empêcher d'aller vers de la sanction. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de se dire, c'est que là on rentre dans des procédures RH, c'est-à-dire de ressources humaines. Hein, la personne qui a signé un contrat, elle doit vous amener du résultat, c'est pas une obligation de moyens. Quand vous embauchez quelqu'un, c'est pour du résultat, c'est pas... voilà, vous savez, on pourrait entendre, moi je suis pas plus payée si je fais 10 dossiers plutôt que 4, donc je vais m'arrêter à 4, puis je vais m'inventer tout un tas d'excuses parce que finalement je serai pas plus payée. Ça, c'est pas le bon mindset. Donc, si vous attendez des choses claires, 1, nommez-les, partagez-les, clarifiez-les, et puis 2, si la personne n'est pas au rendez-vous, rien ne vous empêche d'aller vers de la sensibilisation, d'aller vers de l'avertissement, et puis d'aller vers des sanctions, malheureusement. Mais on ne peut pas toujours être en accord, et on veut bien gérer certaines personnalités, mais parfois il y a des dérives, il y a des écarts, et il ne s'agit pas de fermer les yeux, de faire la politique de l'autruche. Ça aurait des conséquences non seulement sur votre entreprise, mais aussi sur l'équipe, en termes d'éthique, d'équité, et de jurisprudence en fait, hein, sur les prochains écarts à constater. Donc si vous voulez aller plus loin vis-à-vis de ce que je viens de partager, je vous invite à faire écho et référence aux épisodes précédents que je vous ai proposés, construire la confiance, les signes de reconnaissance, mais aussi sur le prochain épisode qui va être de gérer les personnalités. Ça va être des éléments très, très concrets et extrêmement précieux pour vous. Donc ce qu'il y a à retenir, je dirais, dans cet épisode, c'est que un recadré, c'est faire référence au cadre, simplement, et à votre capacité à clarifier vos attentes pour vous, comme pour votre entreprise, mais aussi surtout les personnes qui vous entourent. C'est pas forcément évident tout le temps parce que ça implique de faire sortir de votre tête d'entrepreneur tout ce qui est logique, clarifié, digéré, intégré pour vous. Il s'agit de le partager. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un avis, un commentaire à la suite de cet épisode. Ça aide grandement à le faire connaître, à le développer. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le comment plutôt que le quoi, pour mettre en œuvre les choses dans votre structure, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, je vous souhaite une belle journée ou soirée où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Bye bye.